Donc, l'idée est partie pour cette étude-là, c'est qu'effectivement, dans le laboratoire de recherche dans lequel je suis affilié à l'Université Laval, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites en lien avec l'obésité, les problèmes de motricité, les gains que ça peut avoir de faire perdre du poids à des gens qui sont obèses. Il y a une hausse soutenue de l'obésité qui frappe à peu près la planète entière, particulièrement en Amérique du Nord. Mais avant de parler d'obésité, je vais la définir, parce qu'il peut y avoir différentes définitions selon le domaine dans lequel on vient, différents indices qui est associé aussi à l'obésité. L'obésité, dans le cadre de ce travail-là, ça va être basé sur l'indice de masse corporelle, qui est un ratio, en fait, de la masse divisé par la taille au carré, donc la masse en kilos et la taille en mètres. Pour un indice de masse corporelle supérieur à 30, on considère l'individu comme obèse. Entre 20 et 25, on considère l'individu dans un poids santé, et au-dessus de 25 jusqu'à 30, un individu qui serait en surplus de poids. Donc, il y a d'autres indicateurs, la circonférence de la taille, les plis cutanés, mais dans le cadre de cette étude-ci, on a décidé de prendre le plus courant, le plus commun dans la littérature pour séparer nos groupes. Donc, comme mentionné, le taux d'incidence d'obésité a grimpé substantiellement. De 1990, on parlait d'un taux d'incidence à 43 %, puis 15 ans plus tard, c'était des chiffres qui atteignaient 56 %, donc un gain de 13 % en près de 14 ans. Ce qui est inquiétant, en fait, avec l'obésité, c'est que pour des individus qui sont en surplus de poids, le quart de ces individus-là, après 8 ans, vont devenir obèses. Donc, selon c'est au niveau des statistiques épidémiologiques, c'est un peu la tendance qui semble s'en tirer. Au niveau des maladies chroniques, l'obésité est très présente. Et on voit qu'il y a des liens qui se font et que c'est très alarmant. Mais au niveau de la santé et sécurité au travail, les liens sont un petit peu moins évidents. Donc, les dernières études épidémiologiques montrent qu'effectivement, il y a un lien aussi marquant qui est présent. Une étude qui est quand même pionnière a étudié près de 8000 travailleurs de l'industrie américaine d'aluminium. Puis sur cette année-là, qui ont analysé les 8000, ils ont près de 2200 travailleurs qui ont été atteints d'un trouble musculo-squelettique en milieu de travail. Sur ces 2200-là, 85 % étaient en surplus de poids. L'étude épidémiologique a montré finalement qu'il y avait 2,2 fois plus de chances aux individus en surplus de poids de développer un trouble musculo-squelettique au travail qu'un individu de poids santé. Donc, les problèmes de santé et sécurité sont ou peuvent être expliqués en partie, du moins dans les études récentes, par le facteur obésité. Je vais vous présenter également une autre étude qui a été faite sur une cohorte de 12 000 travailleurs. Et ce qu'ils ont regardé, c'est les coûts d'indemnisation journalière, les réclamations liées aux coûts médicaux, puis au nombre de journées perdues. Donc aussi, à votre gauche, vous avez les dollars de réclamation, que ce soit pour les soins médicaux ou les indemnisations journalières. Et ici, à droite, vous avez le nombre de journées perdues dues à un trouble musculo-squelettique. Donc ici, on fait référence à des troubles musculo-squelettiques qui ont été causés sur les lieux de travail. Et ça inclut notamment les problèmes au niveau du dos. Sur l'axe des X ou l'abscisse, ce qu'on remarque, c'est au niveau des catégories de IMC, donc BMI en anglais, mais en français l'IMC, la catégorie 18,5 à 24,9, qui serait catégorisée comme la catégorie poids santé, on remarque que c'est ceux qui causent en fait le moins de problèmes, soit au niveau monétaire ou au niveau des journées ou des absences en journée de travail. Par contre, plus qu'on augmente avec un indice de masse corporelle élevé, plus qu'on augmente en IMC, plus qu'on voit qu'au niveau des coûts, puis au niveau des journées d'indemnisation, ça augmente. Donc, où est-ce qu'il y a l'accolade en astérix? Ce sont les catégories d'obésité sur lesquelles on veut mettre l'emphase, où est-ce qu'on voit qu'il y a une grande augmentation. Cette étude-là, qui a fait un suivi sur 7 ans, a montré que le risque lié à l'obésité pouvait augmenter, en fait, les risques de problèmes musculo-squelettiques jusqu'à 5 fois plus importants qu'un groupe de poids santé. Les mécanismes sont un peu moins connus. Il y a différentes études, effectivement, qui se sont penchées sur qu'est-ce qui pourrait causer le lien ou de causalité entre l'obésité et les troubles musculo-squelettiques vécus en milieu de travail. Ces mécanismes, bon, il y a certains qui ont mentionné, c'est peut-être au niveau de l'apnée du sommeil, l'envie de dormir ou la fatigue qui se crée au travail, qui crée une baisse au niveau de la vigilance ou dans la capacité de traiter l'information et qui amènerait des situations problématiques, donc à risque
d'accidents ou de problèmes ou de blessures. Autre mécanisme, c'est plus au niveau d'une altération des capacités fonctionnelles. Donc, par exemple, juste qu'on prend la marche normale ou le maintien d'équilibre. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une sorte de diminution dans l'exécution des tâches, une capacité à tenir l'équilibre qui est un peu différente, qui est représentée par une majoration des oscillations de son corps, mais qui reste tout de même en équilibre, mais qui est caractérisée par cet aspect-là. Autre élément, c'est au niveau physiologique, on parle de réduction des capacités aérobiques et anaérobiques. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est la capacité à endurer un effort physique sur une période prolongée. Donc, l'endurance à ce type d'activité-là peut être moindre chez les individus obèses. Il y a également des mécanismes qui seraient en lien avec l'ergonomie et les équipements de protection. Juste à penser peut-être aux habitacles de voitures de conduite, où est-ce que ça a été développé dans le temps principalement pour des hommes moyens et pas nécessairement pour des anthropométries très volumineuses. Donc, peu importe au niveau de la situation de travail, bien que c'est de plus en plus considéré, a priori, ça avait été développé pour des personnes de plus petits gabarits. Au niveau des équipements de protection, on a juste à penser également, peu importe au niveau des lunettes protectrices, au niveau des gants, au niveau des bottes de travail, il y a, c'est sûr, des améliorations, mais encore une fois, dans les 10 dernières ou les 15-20 dernières années, c'était des facteurs qui... le niveau d'anthropométrie extrême qui caractérise l'obésité n'était pas nécessairement pris en considération. Ce sont des mécanismes qu'on retrouve dans la littérature, mais il y a un mécanisme aussi qui repose sur l'évidence même, qui est basé sur la mécanique classique ou la mécanique newtonienne. C'est que plus qu'on va avoir une masse pondérale ou une masse corporelle importante, plus que l'effort musculaire ou la charge externe ou interne vont être importantes pour maintenir le travailleur ou le manutentionnaire en équilibre ou en activité. Donc, plus la masse est importante, plus l'effort est important. Donc, le lien est quand même très présent. Donc, si on a un effort excessif qui est dû à la manutention de charge, elle peut être également due à la surcharge pondérale au niveau du travailleur. Quand je parle de charge externe, je parle vraiment de l'effort articulaire, de l'effort musculaire qui maintient l'articulation soit en équilibre ou en mouvement. Dans le cadre de cet exposé-ci, je vais prendre un focus particulier au niveau du dos, au bas du dos, qu'on va appeler l'articulation L5-S1. Pourquoi? Parce que c'est un des sites qui est principalement touché dans des activités de manutention. On pourrait aussi penser aux épaules. Alors, si on pense que, du point de vue de la mécanique classique, ces individus qui ont une surcharge pondérale doivent forcer plus pour maintenir l'équilibre ou maintenir le corps en mouvement, on pourrait se poser la question on pourrait poser cette question si eux ont développé avec le temps, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain qu'on devient obèse, s'ils n'ont pas développé avec le temps des mécanismes de défense ou des modes d'opération qui feraient en sorte que les charges externes qui sont plus importantes qu'une personne de poids santé pourraient être compensées par des façons de travailler qui seraient différentes, plus optimales, qui viendraient minimiser les risques, notamment ceux qu'on pourrait observer au niveau du bas du dos dans une activité de manutention. Donc, c'est l'objet de cette étude. On s'est posé la question, est-ce que les stratégies de travail qu'on retrouve chez les manutentionnaires obèses sont identiques à ceux des manutentionnaires de poids santé? Je parle de stratégie de travail, mais pour un ergonome, ça pourrait peut-être scintiller. Je ne vais pas, dans la définition de l'ergonomie, regarder la stratégie ou les objectifs que la personne avait à atteindre lorsqu'il exécutait une manutention de charge. Je vais plus te parler de mode opératoire. Mais dans l'écriture du projet, on a parlé de stratégie, mais en fait, le terme le plus exact, ce serait les modes d'opération des manutentionnaires obèses. Est-ce qu'elles sont différents de ceux de poids santé? Donc, la méthodologie, pour être assez rapide, ce que l'on a fait, c'est on a parti d'études qui avaient déjà été réalisées dans le cadre des travaux d'André Plamondon, qui a été fait ici à l'IRSST dans les manutations de charge. Donc, peut-être certains d'entre vous sont familiers avec ce qui a été réalisé par André et ses collègues. On a parti d'une base de sujets ou de participants et on a ajouté, avec ce devis, des participants qui étaient en surcharge, qui étaient considérés comme obèses. Cela dit, dans l'étude préalable qui a été réalisée quelques années auparavant,
dans l'étude notamment expert-novice, il y avait des manutentionnaires qui étaient considérés comme obèses. Donc, il y avait certains de ces sujets-là qu'on a repris. Et on a rajouté en expérimentation plus de participants, notamment des obèses, pour avoir des groupes assez similaires. La règle qu'on voulait, ou les critères d'inclusion de nos participants dans l'étude, c'était qu'il y ait un certain niveau d'expérience. Initialement, on voulait qu'il y ait 3 mois d'expérience, donc on considère au moins expérimenté. Mais avec les problèmes de recrutement qu'on a eus, parce que ça a été quand même assez difficile d'en recruter, on a décidé de baisser ce critère-là à plus d'1 mois d'expérience. Donc ça se peut, en fait, il y a quelques novices qui ont été intégrés dans notre étude. Et voilà, donc c'est quelque chose à considérer. Les participants étaient exempts de blessures, donc on ne voulait pas qu'ils se soient blessés dans la dernière année et qu'ils se soient faiblement blessés dans le passé, dans leur activité de manutention. Donc, au total, ce qu'on a pu récupérer, c'est 17 participants catégorisés dans la catégorie obèse et 20 participants dans la catégorie poids santé. Ce qui les distingue principalement, c'est l'âge. Donc, il y a une différence dans l'âge moyen de ces deux groupes-là. C'est quelque chose qu'on a pris en considération et que dans toutes les différentes analyses qu'on a suivies, on les a ajustées pour cette différence-là. On a également une légère augmentation au niveau des années d'expérience. La taille est sensiblement la même et la masse des catégories est substantiellement différente. Bien évidemment, c'était le critère d'inclusion, c'était l'objectif de l'étude. Donc, on voulait avoir deux groupes qui avaient des IMC différents. Donc, au niveau de la masse corporelle, ce n'est pas surprenant d'avoir ce résultat-là. En fait, c'est ce qui est recherché. Je porte attention sur les 2 derniers paramètres que j'ai mis, en fait, qui sont des données anthropométriques. On voulait caractériser l'anthropométrie du tronc. En fonction d'un modèle qu'on avait pris, on aurait pu prendre des circonférences, mais on a pris plutôt des épaisseurs. Fait que la distance, on appelle AP, antéro-postérieure à T12, finalement, c'est l'épaisseur de la poitrine ou du coffre. Puis la distance AP à S1, à la première vertèbre du sacral, c'est finalement l'épaisseur au niveau abdominal. Donc, on voit également que ce qu'on recherchait, de créer des différences entre nos groupes, ça a été observé au niveau des variables anthropométriques, notamment celle du tronc. Ici, je vous présente une vidéo d'un manutentionnaire obèse qui montre un peu la tâche qui a été réalisée en laboratoire. Donc, c'est une expérimentation, je le rappelle, qui a été faite ici dans les laboratoires de biomécanique. C'est une tâche qui consistait à transférer d'un convoyeur 4 boîtes sur un diable. Donc, on trouve le diable ici à votre gauche et le convoyeur ici à droite. C'était de faire successivement le déplacement de ces 4 boîtes-là et les empiler sur le diable. Après un instant, de reprendre ces 4 boîtes qui étaient sur le diable et de les ramener sur le convoyeur. Les boîtes, 3 des 4 boîtes pesaient 15 kg et une boîte était d'un poids de 23 kg. Donc, c'est la tâche à laquelle on a soumis nos 37 participants. La chose qu'il faut mettre vraiment l'emphase, sur laquelle il faut mettre l'emphase, c'est les consignes qu'on a données aux participants. Bien que c'est une tâche laboratoire, on a voulu la rendre la plus naturelle possible, donc en donnant des consignes les moins restrictives. La seule chose qu'on leur demandait, c'était de rester sur la plateforme, mais en ce qui concernait le rythme ou la façon de déplacer les boîtes, c'était libre cours, c'était laissé libre aux manutentionnaires. L'équipement, c'est l'équipement de mesure sophistiqué qui est présent dans le laboratoire. On parle de 4 colonnes Optotrack pour faire l'analyse du mouvement. On a utilisé près de 50 marqueurs sur 16 segments. Donc, on a voulu reconstruire le mouvement de chacun des participants dans l'exécution des tâches qu'ils ont réalisées en laboratoire. Le but d'analyser le mouvement, c'était vraiment d'évaluer les charges externes, notamment au niveau du dos, pour évaluer le type d'effort qui était exercé par les manutentionnaires. Au niveau des résultats, donc le premier résultat, laissez-moi vous guider un peu dans cette première diapo, qui est quand même assez cruciale. À votre gauche, donc le panneau de gauche, on retrouve le moment de force maximale selon l'axe transverse, donc principalement en extension du dos. Et à votre droite, c'est le moment de force maximal asymétrique, qui est une combinaison de moments d'effort latéral et en torsion. Ce qu'on revoit en bas, c'est les différentes conditions expérimentales. Donc, on a L, C4, L pour la phase de lever la caisse, C4, C3, C2, C1, ce sont les différentes caisses qui ont dû être manutentionnées.
C4 étant la caisse qui a été déposée plus haute sur la pile, et C1, c'est la première qui a été déposée au sol. Idem pour les dés de C4 à C1, c'était la caisse qui a été déposée sur le convoyeur, la caisse la plus haute, jusqu'à DC1, qui est évidemment la caisse qui était au sol initialement et qui a été déposée sur le convoyeur. Les résultats que je vous présente, ce sont les résultats du déplacement de caisse du diable au convoyeur. Mais on a fait également l'analyse inverse, c'est-à-dire du convoyeur au diable, et à quelques virgules près, on retrouve l'image miroir de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on a réalisé, en fait, c'est qu'une caisse qui est à la hauteur ou à la portée des mains, donc à la hauteur de taille, ça nécessite, en fait, un niveau d'effort, un niveau de charge externe qui est relativement faible. Donc, le premier point qui est ici est relativement bas. En fait, c'est le plus bas de la courbe qu'on représente sur la partie gauche du graphique. Et plus que, finalement, la hauteur était près du sol, plus que le chargement externe au niveau du dos augmentait. Pour tous les dépôts qui ont été faits sur le convoyeur, comme le convoyeur était très près du sol, on retrouve des chargements externes comme au niveau du soulèvement, mais dans la caisse proche du sol. Donc, c'est des résultats classiques, des résultats qu'André avait déjà démontrés. Ce qui nous intéressait, en fait, c'est de voir comment l'individu obèse était représenté. En fait, comment les individus obèses exerçaient le niveau d'effort ou le niveau de charge externe. Et ce qu'on remarque, l'obèse est représenté avec des carrés rouges et la paroi santé avec des ronds bleus. Ce qu'on remarque, c'est que pour les chargements qui sont près de la hauteur de taille, le niveau de charge externe est similaire, mais plus qu'on va chercher la caisse près du sol, plus que, en fait, il y a une augmentation du niveau d'effort qui est présent et qui est manifesté par l'individu obèse. Et ce niveau d'effort-là est maintenu pour tous les caisses qui doivent être déposées sur le convoyeur. Donc, ce qu'on appelle une belle interaction entre la hauteur de manipulation des boîtes à manutentionner et le groupe ou le facteur obésité. Au niveau des charges externes, des chargements asymétriques, ce qu'on remarque finalement, c'est qu'il n'y a pas de modalité qui est influencée par la hauteur ou le positionnement de la boîte à manutentionner. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un step, il y a un écart qui existe avec le groupe poids santé, et cet écart-là persiste, peu importe la hauteur de boîte à manutentionner. Donc, c'est le résultat vraiment frappant de cette étude-là. C'est vraiment montrer l'effet d'obésité en lien ou sur les chargements externes. On s'est demandé, est-ce que le poids ou la masse corporelle de l'individu a un lien avec ce chargement externe-là? Comme une des causes qu'on avait mis de l'avant était basée sur la physique, on s'est dit probablement que ce lien-là existe. Mais comment cette variable-là, la masse corporelle, peut avoir une capacité d'expliquer les variations qu'on observe au niveau des charges externes? Donc, on a simplement fait une régression linéaire et on a mis en relation le moment externe en extension à L5-S1, donc l'effort au niveau du dos, en fonction de la masse corporelle. Et ce qu'on remarque, c'est que la masse corporelle permet d'expliquer 57% de la variance qu'on observe au niveau des efforts externes au dos. 57% de la variance, c'est quand même assez substantiel. Par contre, ce qu'on remarque, chaque point est un individu différent. C'est qu'on remarque que pour un même groupe d'individus, si on prend deux individus qui ont le même poids, on peut observer jusqu'à près de 100 Nm, près de 33% de différence entre deux manutentionnaires avec le même poids. Ce que ça soulève, en fait, et on retrouve la même variation entre deux individus qui sont séparés, en fait, qui ont le même poids, chez poids santé, mais qui a un écart au niveau des efforts exercés au dos. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des facteurs autres que le poids qui peuvent avoir une incidence sur les charges externes. Et ces autres facteurs-là sont probablement dus à la façon dont ils manutentionnent la boîte. Cela dit, ce qu'on retrouve également avec les deux flèches qui indiquent le manutentionnaire obèse qui manifeste le moins d'effort au niveau du dos ou le manutentionnaire de poids santé qui manifeste le moins d'effort ou de charge externe au niveau du dos, on remarque quand même que parmi les meilleurs de chaque catégorie, il y a un écart qui subsiste, donc il y a un effort qui est supplémentaire chez le manutentionnaire obèse. Je vais vous guider encore une fois sur
sur cette nouvelle figure. Donc, ce qu'on a présenté sur les deux figures, c'est l'angle de flexion au moment où est-ce que l'effort est maximal, et on l'a mis en relation avec l'angle au genou. Donc, on veut savoir, c'est au niveau postural, qu'est-ce qui se passe au dos, qu'est-ce qui se passe au genou. À gauche, c'est la boîte la plus élevée, donc ce qui est encerclé en rouge, au niveau du soulèvement de la boîte ici. À votre droite, c'est la boîte la plus près du sol. Donc, ce qu'on remarque à gauche, c'est pour une charge qui est près du corps, à hauteur optimale de saisie, c'est qu'il y a peu de variation au niveau du dos et du genou. Et c'est absolument, en fait, c'est très logique. C'est que le manutentionnaire n'a pas besoin de fléchir ou pencher le dos, fléchir les genoux ou pencher le dos pour aller saisir la boîte. Donc, la variation au niveau inter-individuel entre les individus est peu faible, d'où le fait que tous les points sont concentrés à des zones de posture relativement neutres. Par contre, lors de la saisie de la boîte au sol, ce qu'on remarque, c'est une variation très importante entre les individus, qu'ils soient obèses ou de poids santé, qu'ils soient experts même ou même novices. On remarque finalement une étendue de façon de faire, d'attitude posturale au moment de soulever la charge. Et ce qu'on remarque, c'est comme l'étendue est très importante, c'est qu'il y a peu de différence entre les groupes au niveau postural. Donc, d'un point de vue moyen âge, pas de différence entre les groupes. D'un point de vue individuel, on peut dire que certains individus qui tentent à être un petit peu plus adopter des postures neutres que d'autres. Donc, dans les postures qui sont adoptées dans la saisie de la boîte la plus basse, ce qu'on retrouve, où est-ce que c'est encerclé, c'est une posture qui ressemble plus à un squat, donc à une flexion du genou importante et une flexion du dos relativement élevée, et une posture qui est plus stoop, donc une flexion du dos prononcée avec une extension au niveau des genoux presque pleine. Donc, comme je vous montrais, ça montre un peu la variation des modes, des façons de faire au niveau postural pour soulever la caisse la plus basse. Alors, si on a dit que 57% de la variance qui est expliquée par le poids, est-ce que je peux essayer de prédire quels sont les autres facteurs qui permettent d'expliquer les efforts ou les charges externes au niveau du dos au moment du soulèvement? Alors, on a fait un modèle de régression multiple. On va passer dans les détails, on va juste passer un peu de temps au niveau des résultats. Il y a 4 variables qui sont ressorties. La première variable, c'est une variable anthropométrique, l'épaisseur du coffre ou de la poitrine. La deuxième variable, c'est la distance horizontale de la caisse à L5-S1, donc c'est un peu le bras de résistance, où est-ce qu'ils sont placés les mains à la distance par rapport au dos. On a la masse du haut du tronc, donc qui est fortement corrélée avec la masse du poids du corps. Donc, plus la masse du haut du tronc est importante, normalement, la masse du corps est importante également. Et on a l'angle de flexion lombaire. Donc, des variables, en fait, qui ne montrent aucune surprise, mais en combinant ces 4 variables-là, on permet d'expliquer 81% de la variance. Donc, il y a certaines variables, effectivement, qui sont liées à de l'anthropométrie, d'autres variables qui sont liées plus au mode opératoire lors de la manipulation de la caisse. Alors, en termes de discussion, on a observé, en fait, c'est qu'il y a peu de différence, du moins en moyennant les individus de chacun des groupes, il y a peu de différence entre les attitudes posturales au moment de soulèvement ou au moment du dépôt des caisses. Est-ce que c'est dû à la variabilité, aux différentes façons de faire de chacun des groupes d'individus? En fait, c'est probablement que c'est le cas. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça correspond un peu à la littérature. C'est qu'il y a des études qui ont montré également une absence de différence entre les groupes chez les manutentionnaires, principalement dans des études très contraintes où est-ce que les manutentionnaires ne pouvaient pas bouger les pieds. Donc, on retrouve un peu les mêmes résultats que dans la littérature. Ce qu'on sait par contre, et la littérature le dit également, c'est que la hauteur de prise a une incidence majeure sur l'attitude posturale adoptée par les manutentionnaires. Et ce qu'on a remarqué également, et je ne l'ai pas mentionné dans les graphiques, mais il y a peu de manutentionnaires obèses qui ont fait une flexion des genoux pour saisir la boîte ou les caisses à manutentionner plus grand que 120 degrés. Ce qui fait qu'il y a très peu qui ont adopté une posture, disons, squat pour saisir la boîte, alors qu'il y a quand même un faible pourcentage de manutentionnaires de poids santé qui l'ont fait. Le résultat majeur, c'est vraiment au niveau des chargements au dos.
Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que si on se dit que le poids corporel explique beaucoup la charge externe, on s'est dit, bien, si on divisait ou on normalisait ce charge externe-là par le poids, qu'est-ce qui resterait de différence entre nos groupes de manutentionnaires? Mais en fait, si on enlève le facteur poids, il n'y a plus de différence au niveau des charges externes entre nos groupes. Donc, le poids est vraiment la cause de ce chargement externe très élevé. Bien qu'il n'y ait pas de différence quand on normalise, n'en demeure pas moins qu'en absolu, les gens obèses ou les manutentionnaires obèses ont à faire ces efforts-là ou ces charges externes-là pour manutentionner. Donc, il n'en demeure pas moins qu'ils ont à avoir ces efforts, il faut qu'ils subissent ces efforts excessifs-là au cours de leur journée de travail. Donc, ces chargements excessifs-là vont varier, vont être supérieurs à peu près de 23 % et même ça va aller jusqu'à 60 % dans certaines conditions. La différence de poids entre nos deux groupes est à peu près de 41 %. On trouve des différences qui vont au-delà du 41 % pour aller jusqu'à 60 % de différence entre nos groupes. Donc, c'est problématique. On a regardé aussi dans la littérature différents seuils. Donc, un moment de force, des fois, ça ne dit pas grand-chose, mais si on a un seuil où est-ce que c'est associé à un risque plus élevé, on peut un peu plus juger de la sévérité. Dans ce cas-ci, le seuil pour ce qui est en extension a été identifié à 300 et on retrouve à peu près 7 individus sur 17 qui dépassent ce seuil-là au niveau de l'extension au niveau du dos. Au niveau des moments de force asymétriques, il y a également des seuils au niveau de la flexion latérale, des moments de force latérale et au niveau des moments de force en torsion. On retrouve également deux manutentionnaires obèses qui dépassent ce seuil-là, comparativement à 0 chez les poids santé. Et on retrouve 13 manutentionnaires sur 17 au niveau de la torsion qui dépassent ce seuil-là versus un pourcentage un petit peu moins élevé pour les poids santé. Donc, peu importe l'axe dans lequel on regarde les efforts au niveau du dos, on remarque quand même qu'il y a une fréquence, une prévalence plus importante de gens obèses qui dépassent les seuils à risque au niveau de la manutention. Le nerf de la guerre, c'est vraiment les chargements externes au dos. Et quand on regarde avec le modèle les facteurs qui ont permis d'expliquer ce chargement externe-là, on retrouve, disons, 2 facteurs qui sont liés à la méthode de travail et 2 facteurs qui sont liés à l'anthropométrie. Ces 2 facteurs liés à la méthode de travail, c'est la première, la distance horizontale. Donc, c'est où est-ce que la caisse est dans l'espace par rapport au dos. Évidemment, dans la manutention, si on veut minimiser l'effet distance de la caisse, on va la rapprocher le plus possible de son corps. Et si au niveau anthropométrique, on a par exemple une bonne bedaine, bien, on a une capacité limitée à pouvoir rapprocher, donc à réduire le bras de résistance, et donc une capacité réduite à minimiser l'effort. Il y a également au niveau de la manutention l'angle de flexion lombaire. Donc on sait, plus que l'angle de flexion va être important, plus que le chargement externe risque d'être important. Au niveau des facteurs anthropométriques, bon, je l'ai mentionné, la distance, l'épaisseur du coffre, on a également la masse corporelle, la masse du tronc. Ce sont 2 facteurs qui viennent expliquer les chargements qui sont élevés. Et ici, j'ai mis en fait une petite illustration qui montre un peu l'état au niveau de la colonne vertébrale. On a le manutentionnaire, disons, obèse, qui est plus proche du point d'appui ou du point de pivot qui pourrait être la colonne vertébrale. Et on a la charge qui doit être supportée par exemple, la jeune dame qui est à l'extrémité de la plateforme. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la charge, un poids de 15 kg, va avoir une incidence vraiment majeure au niveau de la musculature lombaire pour soutenir cet effort-là, à cause de l'effet distance du levier par rapport au point de levier. Donc, plus que cette charge-là risque d'être élevée, notamment par l'excès de poids ou par une charge qui est manutentionnée à bout de bras, plus que l'effort qui doit être exercé par la musculature au niveau lombaire va être importante. D'où l'importance, en fait, de ces facteurs-là sur le chargement externe. Alors, comment diminuer ces efforts excessifs? Ces efforts excessifs peuvent être diminués par, disons, 2 facteurs qui ont une incidence majeure. Réduire la charge des manutentionnaires qui ont à soulever et éviter l'entreposage près du sol. Donc, je ne révolutionne absolument rien avec ces résultats-là, mais ça vient juste confirmer qu'effectivement, ces facteurs-là ont une incidence majeure sur les chargements externes. L'autre élément, c'est plus en lien avec l'individu et même un peu l'organisation. C'est de prendre en charge le contrôle de son poids. Évidemment, c'est libre à chacun des individus de
de gérer ses propres affaires, mais il faut qu'il ait au moins conscience que cet aspect-là a une incidence majeure au niveau des efforts qu'il doit exercer en situation de travail. Donc, c'est un défi personnel pour l'individu. Ce qu'on a remarqué, c'est beaucoup de variations entre les personnes, entre les manutentionnaires. Que ce soit qui est en rouge ici, un obèse, ou en bleu, le poids santé. Ce qui est dans un carré ici, c'est le même individu qui réalise la même tâche au même moment, mais avec la même boîte à la même hauteur. Donc, un soulèvement du sol montre que la variation d'un même individu est assez large au niveau de, par exemple, l'attitude posturale. Et l'effet est identique si on regarde au niveau des chargements externes. On remarque que chez l'individu obèse, on a des chargements externes qui peuvent varier pour un même individu sur l'adoption de posture, avec des chargements externes qui varient de près de 80 Nm. Idem pour des manutentionnaires qui sont de poids santé. Donc, cette variation-là, pour nous, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est un levier sur lequel on va pouvoir jouer pour voir qu'est-ce que c'est mieux d'être peu variable ou c'est bien d'être très variable pour justement répartir le chargement d'une articulation à une autre ou répartir les efforts aux différentes articulations. Donc, est-ce qu'on doit rester catégorisé, mettre les individus dans un groupe ou plus les éclater puis aller regarder que font les meilleurs? Puis dire, ben c'est peut-être ce comportement-là qu'il faut plus copier. Puis c'est pas nécessairement tous les experts qui se comportent comme des individus qui minimisent en tout temps les efforts externes. Donc, merci beaucoup de votre attention.